Cette ultra-violence, elle vient contredire évidemment la doxa ambiante qui est le vivre ensemble, parce qu'on ne peut plus vivre ensemble. La preuve, c'est que même un match de football, c'est difficile. Et ceux qui en parlent sont pointés du doigt en disant indécence absolue. Marine Le Pen, elle en a parlé, elle ne fait pas de la récupération, elle n'instrumentalise pas, elle fait son job. Son job, c'est de la politique. Et tu ne peux pas lui donner tort. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit l'ultraviolence touche désormais des compétitions réservées à des enfants. Mathéo, 9 ans, jeune joueur du club d'Auchy-les-Mines, a été tabassé par 5 adversaires du club de Creil. Comble de l'abjection, l'encadrant des agresseurs a refusé de donner leur nom, complicité ou pire, peut-être d'être lui-même victime de représailles encore plus graves. Voici le résultat des décennies passées à écouter, analyser, en réalité accepter les comportements de mineurs, etc. etc. Mais ça, le simple fait de dire ça, c'est dans l'espace médiatique, vous récupérez, vous instrumentalisez. Alors, les mots valises ont été sortis. Tu ne peux pas parler de ces sujets-là, puisque dès que tu en parles, on te traite ou d'extrême droite ou instrumentalisé, etc. Et le maire de Creil, Omar Yacoub, très simple, lui, l'indécence absolue, mais tout l'espace médiatique sera sur cette ligne-là. L'indécence absolue, même le club du jeune blessé condamne votre récupération politicienne et le déferlement du racisme que vous inspirez. Il n'y a rien de raciste. Dans ce qu'elle dit ou dans ce qu'ils disent, il n'y a rien de raciste. Il y a un problème qui est posé à la classe politique. Mais les clubs éduquent et sanctionnent, ben non. Vous attisez la haine sur le dos d'enfants, toujours pareil, vous attisez tous ces mots valises qui sont dits. Cela vaut mieux que votre fonds de commerce, allez zou, etc. Bah allez, circulez, il n'y a rien à voir. Circulez, il n'y a rien à voir. Et effectivement, l'espace médiatique qui a peur, parce que tout le monde a la trouille. Tout le monde a la trouille, évidemment, si tu montes au créneau. Même moi, je fais attention sur ces sujets-là. C'est vous dire, mais parce qu'on est sur des œufs, parce que immédiatement, le mot qui ne va pas ou qui serait instrumentalisé ou qui serait utilisé contre toi. Parce que tu as simplement témoigné de la réalité. Donc on en est là, les amis. On en est là. Comment ? La réalité est fasciste pour ces gens-là. Donc, Julien Audoux l'a dit, la FFF va-t-elle enfin sortir de son silence? Elle est sortie d'ailleurs, elle a fait un communiqué, la fédération. Entend-elle prendre des sanctions contre le club de Creil et saisir la justice sur ce qui pourrait ressembler à une agression à caractère raciste? Bon, Julien Audoul, ça c'est... il le dit, je n'entre... L'enquête, pour l'instant, ne le dit pas. Voilà, je n'entre pas là-dedans, c'est son propos, je n'entre pas là-dedans. Moi, je rentre que sur la violence sur les terrains. Il n'y a que ça. Bon, communiqué de la fédération, il faut peut-être l'inviter. D'ailleurs, le petit Mathéo, peut-être que Philippe Diallo, d'ailleurs, l'invitera à la finale de la Coupe de France. La Fédération française de football a pris connaissance avec colère et indignation des événements s'étant déroulés à Creil. Pourquoi y a-t-il aucun mot dans l'équipe ce matin? Pourquoi on n'en parle pas, à votre avis? Pourquoi? Poser la question, c'est déjà y réfléchir. Et pourtant, eux, ils aiment bien faire des enquêtes. Hein. Nos amis de l'équipe, il y a une tendance Mediapart. Mais on préfère taper sur Bernard Laporte. Mais on préfère taper sur Christophe Galtier. Mais on préfère taper sur le rugby. Sur... Vous avez donné la réponse. Il y a voilà. quand même dans l'équipe... Ça, c'est des sujets qui sont bien plus importants, à mon avis. Dans l'équipe, il y a quand même une dérive bien pensante depuis quelques années qui est repérable par tous les fidèles lecteurs. Faut bien le dire. Allez leur dire. Je leur dis, publiquement. Allez leur dire. Je sais qu'ils nous écoutent. Mais je sais qu'ils nous écoutent. Je sais qu'ils nous écoutent. Et c'est comme ça. Monsieur Hervouet, vous êtes loin du sport. Vous... Oui, non, mais cette violence est... Comment dire ça? Il y a 10 000 mineurs en France qui sont dans le trafic de drogue. Je dirais, ça n'a rien à voir. Mais il y a quand même 10 000 gavroches, 10 000 préados qui sont enrôlés par les mafias de la drogue. Donc il y a un effondrement quand même. Et là, ils ont 9 ans. Il y a plus d'enfants. Oui, 9 ans, je sais, mais ça... Oui, ils ont 9 ans et vous avez un encadrant. Voilà. Oui, les sauvageons voilà. Par l'échevènement, ils avaient 18 ans. Et comme l'État ne fera rien, parce qu'en fait, si l'État en ferait une enquête, aujourd'hui, l'encadrant serait entendu. Les gosses, je ne sais pas si on peut les entendre, les gosses. Moi, j'ai même pas envie de leur jeter la pierre. À 9 ans, on peut entendre quelqu'un? Oui, évidemment. On va entendre des gosses de 9 ans? Évidemment, bien sûr. C'est le minimum, non? C'est la responsabilité des parents qu'il faut peut-être chercher dans cette affaire. Bon, ils touchent du doigt la réalité de ce qu'ils ont fait, non? Emmanuel Macron. C'est étrange, Emmanuel Macron. Il y a toujours une volonté de brutaliser les Français, de dire des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. C'est très étrange, ce président. On va d'abord entendre ce qu'il a dit sur l'Algérie, mais c'est vrai que ce qu'il a dit sur l'arabe qui est la deuxième langue, sur la France qui est plus entendue sur les rives du Congo que sur les rives de la Seine,
C'est peut-être vrai tout ça, mais est-ce que tu as envie d'entendre ça du président de la République? Est-ce que tu avais envie d'entendre qu'il y avait des crimes contre l'humanité, contre l'Algérie? Est-ce que tu avais envie d'entendre qu'il n'y avait pas de culture française? C'est très très étrange. Je vous assure. Il y a une haine de soi qui est à l'œuvre dans le discours présidentiel qui est systématiquement dans la relation franco-africaine. Ouais. Parler de la France-Afrique, en soi, c'est convoquer toutes sortes d'horreurs au tribunal de l'Inquisition progressiste qui regarde ça qui dénonce la relation avec la France-Afrique. C'est piégé. D'ailleurs, il y avait un sommet France-Afrique. Après, on a fait un sommet Afrique-France, qui était déjà un glissement sémantique intéressant. Puis après, il y avait un sommet, mais qu'on appelait Afrique-France, mais où il n'y avait plus de chefs d'État étrangers invités. Puis après, il n'y avait plus de sommet du tout. Et là, maintenant, on a un sommet où on a enlevé le mot France, s'appelle donc Forward Africa Summit. On a enlevé le français, on a enlevé la France et le français, on fait ça chez les anglo-saxons, où on n'a rien à se faire pardonner chez les anglo-saxons, puisqu'on n'a pas colonisé. C'est un cheminement totalement suicidaire. C'est la haine de soi, véritablement incarnée à la fois dans la dérive d'un truc qui avait été fondé par Giscard, qui était plutôt utile, puisqu'on se parlait. C'est toujours utile de se parler, hein, notamment entre chefs d'État. Mais au bout de 9 ans de règne, Macron réalise qu'il n'y a plus de... C'est la première chose qu'il a dit. Il n'y a plus de précaré français en Afrique. Mais il n'y a plus de précaré français en Afrique depuis 30 ans. Depuis plus de 30 ans. Depuis la mondialisation, depuis la chute du mur de Berlin, c'est open bar. Les Chinois, les Américains, les Anglais, les Turcs, tout le monde va en Afrique et se sert. Et donc la France n'a plus de précaré depuis très très longtemps. On va Première l'écouter. évidence complètement absurde énoncée par le président. Il n'y a plus de France-Afrique, il n'y a plus de... Voilà. Bon, on va l'écouter sur l'Algérie dans une seconde, mais Richard Millet voulait dire quelque chose. Je voulais dire que, s'agissant de la langue française, on a d'abord eu la francophonie, quelque chose d'impulsé, Pompidou, De Gaulle, etc. Ensuite, Chirac a trouvé que c'était peut-être un peu trop franco-français. On a eu le français en partage, les pays qui avaient le français en partage. Et aujourd'hui, on a, au fin fond de l'Égypte, où personne ne parle français, l'épicentre qui est au Congo. Vous voyez, on n'ose même plus parler de langue française, on parle d'épicentre. C'est quand même... Et Vincent a raison de dire que maintenant, ça se passe en anglais. Non, mais c'est pas vrai. En plus, c'est faux. C'est-à-dire que imaginez qu'au Congo, qui est un très grand pays, le plus peuplé, et il y ait autant de francophones, que ça vienne naturellement, quoi. Que ce soit comme l'hémoglobine. On devient français parce qu'on est au Congo. Non, on devient français parce qu'on a un prof de français. Parce qu'on vous enseigne le français. Parce qu'on lit la littérature française. Et non pas parce qu'on est congolais. Donc l'espèce de vérité statistique, comme ça, il y aurait des centaines de millions de francophones, elle est bidon. De même sur l'arabe en France. Quand, au Caire, le président dit que la France, la deuxième langue, c'est l'arabe, et de quoi il parle? Vous prenez quelqu'un qui parle le wesh-wesh, ou qui parle le dialectal dans les banlieues françaises, et vous le mettez au Caire, mais il comprendra rien, il dira rien, et il ne sera pas compris. C'est pas la même langue. Bon, écoutez, Emmanuel Macron, d'abord, alors, puisque vous en parlez, et je le dis pour Marine Lançon, écoutons d'abord ce qu'il a dit sur l'arabe deuxième langue en France. Ça dépend où. Et à ce titre, l'alliance entre l'Égypte et la France est une alliance de paix, de stabilité, de générosité. Je veux que le français continue d'être la langue chérie des Égyptiennes et des Égyptiens. C'est pourquoi on va continuer d'avancer. L'arabe est la deuxième langue parlée en France. Et c'est une réalité qu'il faut souvent rappeler. Et donc la Méditerranée est unie par ce multilinguisme, mais ce projet va nous permettre d'avancer. Pourquoi cette petite phrase? Il faut souvent rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire quoi? Il faut souvent rappeler. Vous voyez, chaque mot a... D'ailleurs, c'était pas écrit. Vous voyez, ça lui échappe. Non, il faut bien rappeler. Il faut souvent rappeler, parce qu'il faut souvent rappeler qu'on est dans le camp du bien. Oui. On ne le rappelle pas assez souvent, parce que le soupçon peut s'insinuer. Si vous n'avez pas fait acte d'allégeance au camp du bien dans les 5 minutes qui ont précédé, vous devenez louche. Donc il faut souvent rappeler. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il faut souvent rappeler. Il y a beaucoup de choses qu'il faut souvent rappeler, Monsieur Pro. C'est génial, mais c'est tellement ça. Oui. C'est tellement ça. Tout ça est tellement... Alors, soit dit en passant, tout ce qu'on vient d'évoquer est au centre du nouveau livre de Richard Millet. Ah oui. L'écrivain français, c'est exactement le thème du livre. C'est-à-dire que
Le fait, par exemple, de dire que l'épicentre du français, c'est au Congo, c'est pour mieux faire oublier l'effacement du français comme langue internationale. Vous me l'avez donné ce matin, cher Richard. C'est un des angles que vous abordez. Et l'effacement du français en France même. En Vous France. me l'avez donné ce matin, mais vous ne l'avez même pas dédicacé. Et j'ai pas eu le temps. Alors, Faire à la pause. Non, c'est un livre important. C'est un livre. Alors évidemment, c'est plus. C'est pas. Il faut le lire quand on est en forme. C'est pas un livre de grand non, mais de toute optimisme. façon, Voilà. notre ami Richard, il faut le voir quand on est en forme. Non, hein, mais c'est parce que- un grand livre. Oui, oui. Voilà. Bon. Je le dis. Me voilà donc un écrivain déchu, voire maudit, en tout cas impossible, ce qui aurait peut-être à voir avec la sainteté dont me parlait Paul Otchakowski-Lawrence. Quoique l'idée d'une sainteté littéraire répugne aux catholiques que je suis et qui est la laïcisation de certains vocables, tout comme leur dévoiement prostitutionnel ou hérétique. On a suggéré qu'outre de la douleur devant la décomposition de la France, il y aurait en moi du dolorisme, un goût très catholique ou, selon une autre lecture, complaisant, voire masochiste de l'échec, et je me serais sabordé pour rester intègre, écrire comme Montesquieu s'était mis dans la peau d'un esclavagiste pour dénoncer la traite des nègres, un ironique éloge littéraire d'Anders Breivik. Mais je dois prévenir les lecteurs que Oui. rien ne va dans ce livre, puisqu'il est question de la France, Oui, de la langue française, du catholicisme et même de la sainteté. Donc, c'est un livre qu'on ne doit aborder qu'avec certaines précautions. Voilà. Bon, Richard faut le Billet, rappeler. mais Richard Billet est formidable, vous le savez, et c'est pour ça non, mais qu'il c'est a un très toute grand sa livre, place chez nous. Alors, écoutez, Emmanuel Macron, sur l'Algérie, relations apaisées, je ne sais pas si c'est là qu'il parle également de l'épicentre, qu'on parle plus le français sur les rives du Congo que sur les rives de la Seine. Je considère que mon devoir est de défendre les intérêts des Françaises et des Français. Et leur intérêt, c'est que nous retrouvions une relation apaisée, constructive avec l'Algérie. Cette relation doit être respectueuse des deux côtés, mais elle doit permettre d'apporter des solutions sur tous les sujets. Et les derniers mois ont causé beaucoup de tort et à l'Algérie et à la France. Et ce n'est pas notre intérêt de poursuivre cette solution et d'avoir quelques postures de politique intérieure. Et donc mon souhait, c'est avec pragmatisme, au service de l'intérêt de nos compatriotes, pour des solutions, qu'elles soient humanitaires, migratoires, sécuritaires, mais aussi économiques ou régionales, de bâtir des solutions responsables avec l'Algérie. Et j'espère donc que c'est le début d'une progression, on a déjà eu des premiers signaux, et d'une reprise. L'Algérie se moque de nous, l'Algérie est en guerre avec nous, l'Algérie a enfermé Christophe Glaise, elle a enfermé Boualem Sansal, elle refuse de prendre ses OQTF, etc. Il nous marche dessus et vous avez un président qui nous explique qu'au fond on est responsable, quoi, et que c'est... Non, il dit pas de récupération, pas de politique intérieure, comme s'il n'en faisait pas à l'occasion, et quand il dénonce les maboules et quand il remet le couvert, là, hier, alors qu'il est à l'étranger. Il y a aussi ça, quand même, qui est très dérangeant. Je crois qu'il aime brutaliser le peuple français. Il y a quelque chose chez lui de... Il aime ça, je peux pas... Il y a vous une dire énigme autre en même temps. chose. Il y a une énigme. Il y a un véritable mystère sur cette soumission cette complaisance, c'est même pas de la complaisance, c'est-à-dire cette façon de se vautrer au pied du trône de l'excellent. Oui, alors elle est alimentée parfois sur les réseaux sociaux, cette énigme. Moi, je rentre pas là-dedans, mais effectivement, il y a alors là, incompréhensible. Là, il y a une forme de complotisme dans ces analyses qui est proposée. Maïalène Trémollet. Il y a deux choses qui sont intéressantes. Je vous rejoins complètement sur le fait qu'Emmanuel Macron a un goût pour dire quelque chose qu'on n'attend pas, un espèce de goût pour la provocation, souvent à l'étranger. Il s'est lancé la petite phrase qui va ensuite être prise énormément sur les réseaux sociaux, qui va parfois être tournée en dérision, mais pas spécialement. Et sur Forcheur, par exemple, et sur l'Algérie, pour le coup, ça relève du monologue. Je voudrais relever quelque chose, c'est que Alice Ruffo, il y a 3 jours, était le 8 mai pour les commémorations de Sétif en Algérie. Alors Alice Ruffo, c'est... Alice Ruffo, c'est la ministre des Anciens Combattants, et c'est ce que disait l'ancien ambassadeur Xavier Dréancourt. C'est un symbole fort, puisqu'Alice Ruffo est une proche d'Emmanuel Macron. Elle est proche du président, plus que Jean-Noël Barrot, par exemple, le ministre des Affaires étrangères. Donc, selon Xavier Dréancourt, l'ancien ambassadeur en Algérie, ce message était un message presque personnel du chef de l'État pour Xavier Dréancourt. Symboliquement, c'est presque comme si Emmanuel Macron y était lui-même allé. Et là, alors, il faut peut-être rappeler ce que ces massacres de Sétif sont. Est-ce que c'est justifié? Parce que la France, en Algérie... Non, mais pourquoi le 8 mai? C'est le souvenir des massacres de Sétif. Donc, en Algérie, vous avez eu des Français, des Blancs, des métropolitains qui ont été assassinés
assétif. Et ensuite, il y a eu une répression sauvage, très dure, de ces crimes qui ont été commis le jour de la libération, en 1945. Et l'Algérie Algérie. réclame aujourd'hui le terme de crime contre l'humanité, que c'est la ce France qu'on tenait. n'a pas formulé. Mais cependant, on voit qu'il y a une forme de démarche qui avait été lancée sous François Hollande, je crois, au moins de reconnaissance de ces hommages où se rendent les chefs d'État, où se rendent les ministres, par exemple, pour commémorer. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait plusieurs fois qu'Emmanuel Macron annonce ce dégel, explique qu'il y a des signes, etc. Là, il y aura une visite consulaire à Christophe Glaise dans quelques semaines. Ça fait déjà 2 ans qu'il est emprisonné. Et Boualem Sansal, en sortant des geôles algériennes, disait qu'il y avait d'autres cas de binationaux ou de Français qui étaient emprisonnés dont on n'avait pas connaissance. Donc ce dégel, en réalité, il est unilatéral. Emmanuel Macron, ce qu'il fait là, c'est un monologue. C'est qu'il parle tout seul et le président Tebboune décide ensuite, en fonction de ce qu'il souhaite, s'il veut réamorcer le conflit ou non. Bon, le monologue est son expression préférée. De toute façon, ça fait 9 ans qu'il monologue. Voilà, vous l'avez sur un plateau. À chaque fois, on le dit, il a été une fois vraiment interrogé avec Robert Ménard, où là, effectivement, Robert Ménard lui a dit « ça suffit ». Autrement, c'est un monologue. C'est quelqu'un qui prend un plateau, il arrive, il parle. Et puisque le détail n'existe pas, Alice Ruffo, la ministre en question, s'est exprimée depuis Alger, et ça rejoint le sujet précédent. Sur le pupitre devant lequel elle parlait, il y avait une écriture en arabe, en anglais, mais pas en français. Exactement. Mais ils t'humilient. Jusqu'au bout, ils vont t'humilier. Et c'était la deuxième fois. Jusqu'au bout. Il n'y a qu'une politique qu'on n'a pas essayé, c'est la fermeté, et on ne veut pas le faire. Très bien. Non, Très mais bien, surtout, il y a un continuons. aveuglement. C'est-à-dire dire, par exemple, que le français, l'arabe est la deuxième langue en France, ce qui est peut-être vrai à certains endroits, mais pas partout, loin de là. Pas en Corse, pas en Alsace, pas Au Pays Bas. oui. Et surtout là où Bref. c'est une... Mais en revanche, le français était vraiment la deuxième langue en Algérie. Et elle ne l'est plus. C'est éradiqué. Il y a une volonté déterminée de l'État de supprimer, d'effacer cette mémoire-là. Et ça marche d'ailleurs. Ça marche. Bon, l'épicentre. Non, terminé. Non, c'est-à-dire que l'intégration en France est un échec absolument éclatant, et notamment quand le président revendique comme une sorte de richesse le fait qu'on parle arabe en France, alors que ça devrait être cet arabe dégénéré qu'on parle ici, ce dialectal, n'est pas du tout une ouverture sur le monde. C'est plutôt l'échec qu'on voit de l'intégration, alors que là où le français s'efface par faute d'instituteurs, de profs, de volonté politique, ou carrément par hostilité à la France, parce que c'est ça le problème aujourd'hui en Afrique, c'est à quel point la francophobie, à quel point la détestation de la France se répand comme une sorte de maladie contagieuse, depuis le Sahel jusqu'à l'Afrique centrale. Il parle du Congo. Au Congo, il faut voir comment est-ce que lui-même a été reçu et comment la France est aujourd'hui perçue. Il faut être totalement aveugle pour ne pas réaliser qu'on a un vrai problème avec les Africains. Vous parlez du premier voyage du président, c'était à Ouagadougou, où il s'est foutu de la tête du président burkinabé de l'époque, qui depuis a été renversé. Et ça, c'est une scène tellement humiliante qu'elle est restée dans toutes les mémoires. C'est le début de sa rencontre avec l'Afrique. Et il disait quoi ? La France a eu tort, mais moi, je ne suis pas comptable. Je suis né après les indépendances, je suis né après la décolonisation. Donc, moi, je n'ai rien à voir avec ça, donc je peux éventuellement... je m'en lave les mains. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. 9 ans après, c'est un échec absolument éclatant et il y a un refus total de regarder la réalité en face. Quant à l'Algérie, enfin, c'est Retailleau qui était le problème, c'était lui le maboule. Tout le monde avait compris qu'il était désigné. Ben, sauf qu'il est parti du gouvernement il y a combien de mois maintenant ? Il y a 6 mois ? Oui, eh bien, Christophe Glaise est toujours derrière les barreaux. Donc c'est plus le problème. Et il sera libéré sans doute avant la Coupe du Monde et ça ne sera pas lié à l'action française. Ah ben oui, il C'est-à-dire faudra attendre que que la le président de la FIFA à Alger, mais on a espéré que le pape le ramène, on a espéré que Nunez le ramène, on a espéré même que Ségolène Royal le ramène. Tous ceux qui sont allés bénir, qui sont allés lécher les babouches du président Tebboune, on a espéré qu'ils en ramènent quelque chose. Eh bien non, c'est plus compliqué, ou alors c'est plus simple. Mais en tout cas, on n'est pas dans la bonne posture. La possibilité que Christophe Glaise soit libéré rapidement, la Coupe du Monde arrive et qu'effectivement l'Algérie n'a sans doute pas envie d'apparaître comme comme un pays qui emprisonne un journaliste de foot en plus, qui est Christophe Glaise. Donc l'Algérie on peut imaginer, c'est ce que je J'espérais que comprends. la visite du président de la Exactement. FIFA
à Alger lui permettent de Ah ben je pense que le président de la FIFA a plus Oui. d'influence aujourd'hui dans le monde que Vous Emmanuel avez Macron. remarqué que le problème sans ça a été rendu au président, au chancelier. À l'allemand, nous sommes d'accord. Alors, est-ce qu'on a les 17 secondes d'Emmanuel Macron lorsqu'il parle de la France et du français plus exactement au Congo? Écoutons ce qu'il dit. Et ces mots voyagent, parce que cette langue voyage, et je l'ai souvent rappelé, l'épicentre aujourd'hui de la langue française est sur les bassins du fleuve Congo. Elle n'est pas sur les quais de la Seine. Parce que c'est là qu'il y a le plus de locuteurs. Bon, d'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Pas vrai. C'est pas vrai. Si, en plus... C'est des locuteurs, pardon. Oui, pardon. Ce sont des locuteurs qui apprennent le français, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Apprennent le français, c'est pas leur langue Et naturelle. pourquoi brutaliser? Est-ce que t'as... Enfin, je C'est pas le nombre de locuteurs qui compte. Oui. C'est où est-ce que le français bat? C'est là où il y a la littérature française, Bah oui. où il y a le cinéma français, etc., etc. C'est-à-dire la langue en action. Et je crois que je me demande si C'est pas parfois fait un jour il a au un Congrès, rapport à la c'est France qui est quand même... Il y a un rapport à la France qui est étonnant. T'imagines pas Charles de Gaulle Non, c'est disant pas ça à étonnant, c'est François la haine de la Mitterrand. France, c'est tout. Pas que, ça peut Enfin, être que le un président de la rapport République au haïsse la discours. France, c'est quand même très particulier. Ça Je peut être dirais un pas rapport ça. au discours et à la provocation. Emmanuel dirais pas Macron ça, avait je pense inauguré qu'il la aime, cité de Villers-Cotterêts en cité internationale de la langue française. Donc C'est il a mausolée. oui, mais il a Bon, fait une notre forme taf, de là. Vous avez promotion de entendu la langue le... française quand même ces dernières années.